Pour qui n'a pas oublié l'histoire récente, il est des crimes inexpiables. Les crimes commis par les nazis et tous ceux qui les ont aidés à les perpétrer, comme le régime de Vichy en France, sont des crimes inexpiables. Il n'existait alors aucune organisation susceptible, je parle en Europe, susceptible de contenir les visées hégémonistes, dominatrices d'un dictateur nommé Hitler. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a pu penser, dans les années 50, que la leçon avait été tirée et qu'il fallait, une bonne fois pour toutes, en finir avec ces guerres à répétition depuis des siècles, principalement entre trois pays, ou en tout cas entre trois nations ou se revendiquant comme telles, la nation allemande, la nation française et la nation britannique. C'est donc là qu'est apparu, dans les années 50, sous l'impulsion de certains personnages, Monnet, Schuman en France, l'idée de créer l'Europe. Et cette idée était mue par ce désir très fort de la plupart des gens qui avaient vécu et souffert dans leur chair de la Seconde Guerre mondiale, de maintenir les conditions de la paix entre tous les États qui adhéreraient à cette organisation. Alors, je ne suis pas là pour parler d'Europe. Il est manifeste que les intentions de départ étaient louables, que les initiateurs de l'Europe étaient animés des meilleures intentions. Aujourd'hui, on constate à l'échelle de l'Europe ce que l'on constate à l'échelle de la France, ce que les Britanniques avaient constaté, mais eux au moins ont eu le courage de dire « ciao à l'Europe » avec le Brexit, et ils ont eu entièrement raison, car il n'y a pas de salut pour la France sans le Frexit, c'est-à-dire quitter une bonne fois pour toutes cette Europe-là. Moi, je ne suis pas un anti-européen acharné, non, pas du tout. Il faut une autre Europe. Une Europe des nations, celle que voulait De Gaulle, qui disait « point n'est besoin de sauter comme un cabri en invoquant l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Mais l'Europe, c'est rien. Si, c'est quelque chose aujourd'hui. C'est une organisation qui, plutôt que de rendre la vie plus simple aux citoyens européens, les contraint par une série, par des lois, des directives de plus en plus contraignantes, coercitives, qui n'ont rien à voir avec la vie au quotidien. Si, elles ont à voir quand il s'agit par exemple de vous contraindre dans des réglementations bancaires insensées. Je l'ai déjà dénoncé dans une vidéo, j'y reviendrai, insensé, le pouvoir des banques. Les banques, ce sont des organisations commerciales qui aujourd'hui ont la mainmise, puisque c'est le capitalisme financier qui domine le monde, qui ont la mainmise sur nos vies. Sur nos vies. Imaginez, vous n'avez même plus le droit de retirer une somme d'argent sans en justifier la destination quand vous vous rendez à votre banque, ce qui est absolument illégal, totalement anormal. Mais là n'est pas mon propos. Je terminerai sur une merveilleuse intervention de Pierre Perret. Pierre Perret. Le chanteur, l'admirable, l'humaniste qu'on adore avec ses multiples chansons qui nous ont fait rire, notamment le Zizi par exemple. Bon, mais je vais terminer avec ce texte qui est un texte extraordinairement fort, qui arrive en contrepoint à la barbarie, la sauvagerie déchaînée par un déviant qui s'appelle Macron. Vous savez, les initiateurs de l'Europe n'avaient pas, je pense, idée de ce dévoiement auquel nous assistons. De la façon dont les beaux principes de cette Europe à construire ont été détournés. Toujours par les mêmes, une poignée d'ultra riches, les banquiers, les Rothschild, les Rockefeller,
qui, vous rendez compte, tirent les ficelles de la finance partout dans le monde. C'est absolument insensé. Combien sont-ils à régenter nos vies alors qu'ils n'ont rien à faire dans nos vies? Nous sommes des êtres libres, partout, quel que soit le pays où nous habitons. Combien sont-ils? À peine 1% de la population. Ils sont peut-être 100 000 de la population mondiale. Imaginez, imaginez. Donc quand je dis certains crimes sont inexpiables, eh bien ce sont ces crimes qui réapparaissent de façon récurrente à certaines époques de l'histoire des êtres humains. Ce sont des gens que l'on qualifie d'un terme un peu savant, eugéniste, c'est-à-dire qui considèrent qu'il y a des ou une race supérieure. On a vécu cela avec Hitler, qui a fait de l'eugénisme son idéologie. Et il a envoyé dans les camps d'extermination, dans les camps d'internement, mais les camps d'extermination, des millions de personnes innocentes en Europe, de toutes les nationalités, y compris, et surtout au départ, des Allemands, qui refusaient ce régime nazi. Mais beaucoup de Juifs, heureusement en France, et j'en ai connu, heureusement, il y a eu des justes qui, au péril de leur vie, au péril de la vie de leur famille, ont sauvé des enfants juifs partout, et bravo, bravo, des enfants innocents. Et donc voilà, nous nous retrouvons à nouveau, parce que il ne faut pas se laisser leurrer par l'apparente limitation de, je pèse mes mots, de la sauvagerie. Je suis assez sévère contre l'organisation européenne pour me permettre de temps à autre de reconnaître que s'il n'y avait pas cet encadrement européen, Dieu seul sait où nous en serions. Certains crimes sont inexpiables. Ça n'est pas parce que nous ne vivons pas un désastre tel que nos anciens l'ont connu pendant la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 60 millions de morts sur tous les continents, qu'il n'y a pas à nouveau des crimes qui ont été commis et qui sont des crimes inexpiables. Oui, oui, là l'Europe a servi de tampon, de butoir, à la folie meurtrière de certains, et je pèse mes mots. Parce que j'ai toujours en mémoire, je vais citer 3 noms. Madame Redouane à Marseille, Steve Caniceau à Nantes, Cédric Chouviat dans la région parisienne, et il y en a d'autres, bien sûr. Morts. Morts pourquoi? Mort pourquoi? Telle est la question qu'il faut se poser. Mort pourquoi? Est-ce que, en d'autres temps, ces 3 personnes seraient mortes et dans les conditions tragiques, criminelles dans lesquelles elles sont mortes? Ces 3 morts sont emblématiques d'une intention. Lorsque l'on envoie sur des manifestations pacifiques des forces de l'ordre qui détiennent des armes létales, c'est-à-dire destinées à tuer, ce qui a été le cas pendant toute la durée des manifestations des Gilets jaunes notamment, c'est bien qu'il y a une intention de faire mal, très mal. Les centaines de blessés, mutilés je parle, éborgnés, n'ont pas subi seulement des blessures physiques, mais des traumatismes sur le plan émotionnel, sur le plan psychique. Quand je vois, par exemple, des arrestations musclées contre des femmes, sous prétexte qu'elles ne portent pas le masque, mais ça m'horripile, ça me révulse. Voilà pourquoi je hausse le ton quelquefois. C'est tout à fait anormal. Je pensais cette époque révolue depuis longtemps, depuis belle lurette. Je pensais vivre dans un pays apaisé. Sauf que, et ce professeur de psychiatrie, Segatori, nous a bien mis en garde dès le début de l'année 2017. Attention, Monsieur Macron est un psychopathe pervers, narcissique. Attention, Monsieur Macron risque d'être très dangereux. Il n'y a pas de limite. Car ce personnage, contrairement au monument qu'était De Gaulle,
n'a aucun vécu qui lui permet d'appréhender avec ouverture et sagesse les problèmes de ses concitoyens. Aucun. De Gaulle avait une vie familiale, il avait des enfants. De Gaulle a fait 2 guerres. Il a été blessé au cours de la Première Guerre mondiale. Il a commandé une unité de chars pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il a été nommé sous-secrétaire d'État à la Défense. Ensuite, il a eu le parcours, le destin extraordinaire, exceptionnel qu'on lui connaît. Il a été le libérateur, en tout cas un des libérateurs. Il a incarné la France libre. Et quand il est revenu au pouvoir en 1958, d'un trait d'humour, il a balayé une remarque que je me souviens de cette conférence de presse, une remarque d'un journaliste qui s'inquiétait de voir De Gaulle se transformer en dictateur. Et il l'a répliqué avec humour en disant « Mais pourquoi je voudrais à 67 ans devenir un dictateur ?» Bon, qu'avons-nous depuis au moins 3 mandats en France? Des présidents, peut-on même les appeler présidents, qui n'ont aucune étoffe humaine, qui n'ont pas la stature, qui n'ont aucun charisme. C'était vrai pour les 2 qui ont précédé, qui étaient Sarkozy, Hollande, et à présent Macron, qui est un homme totalement immature, dont on a bien compris à présent qu'il sert les intérêts du capitalisme financier, un capitalisme qui se contentait d'être uniquement libéral il y a quelques décennies, donc à la limite supportable, mais qui aujourd'hui est ultra-libéral, c'est-à-dire qui a consacré la loi de la jungle comme règle de base, comme socle de base à l'organisation économique et politique et sociale des sociétés humaines. Non, ça ne peut pas marcher ainsi, puisque quand il y a liberté donnée à tout va, à tout individu, eh bien, on est renvoyé à la nature humaine et au bien et au mal, des notions fondamentales. C'est-à-dire que lorsque vous n'établissez pas un certain nombre de règles comportementales dans une société, eh bien, la nature humaine est ainsi, malheureusement, on peut le déplorer, c'est un grand questionnement pour les êtres humains. La nature humaine est diverse et surtout, elle comporte des gens qui sont animés par des forces du bien, des forces positives, et elle comporte, cette nature, des gens qui sont animés en permanence par des forces négatives, par des intentions malignes, malsaines, malfaisantes. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut toujours organiser des sociétés humaines si nous ne voulons pas courir à l'autodestruction de l'espèce humaine. Et si l'espèce humaine s'est perpétuée au fil des millénaires, c'est bien parce qu'il y a eu ces règles établies dans les tribus, dans les sociétés humaines qui se sont constituées. C'est bien parce qu'il y a eu l'entraide. L'entraide, c'est une notion fondamentale. La solidarité. Les chrétiens diront la charité, je suis plus nuancé sur le terme, sur l'action charitable. Les macroniens vont avoir tendance à minimiser leurs crimes. Or, ces crimes sont des crimes inexpiables parce qu'ils portent atteinte non seulement à la vie, mais à la dignité humaine. Or, la perte de la liberté fondamentale d'aller, venir, de dire, de s'exprimer, est une perte de dignité qui conduit à la déchéance de l'être humain. Or, l'être humain ne vient pas sur la planète pour déchoir, c'est le contraire. Il vient pour vivre, pour apprendre dans le bien-être, pour apprendre, pour accéder à des niveaux de connaissances auxquels il n'avait pas accès, pour s'élever dans d'autres sphères, d'autres dimensions. Et si on l'en empêche, si des êtres malsains, mauvais l'en empêchent, alors il ne peut pas effectuer son apprentissage. C'est ça qui est très grave. Et c'est ça que j'appelle la déchéance humaine, subie, bien sûr, subie. Dans la vie,
si vous associez le cœur et l'intelligence, eh bien vous gagnerez tous les combats que vous rencontrerez. Vous aurez toujours en face de vous des gens mauvais, méchants, malsains, étroits d'esprit, sans hauteur de vue, sans envergure. Il y a différentes façons de les éviter. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un régime extrêmement violent parce que celui qui est à la tête de ce régime, et beaucoup de gens se laissent malheureusement abuser par ses rictus, son sourire commercial, est un être foncièrement violent. Quand on en voit comme ça des miliciens tabassés, gazés, y compris des enfants, y compris des personnes d'un certain âge, sans aucun scrupule, en demeurant en permanence dans le déni, malgré les interpellations de ces ex-macroniens comme Monique Vonner, qui a pris la parole récemment à l'Assemblée nationale pour mettre en cause de façon extrêmement dure Macron, comme d'autres qui l'ont quitté, comme d'autres qui vont le quitter, qui étaient dans sa mouvance. Quand on utilise comme argument une protestation légitime, populaire, qui est permise, incitée par notre Constitution, et quand on utilise comme réponse la violence, alors M. Macron n'a aucune espèce de légitimité, nulle part, en aucune circonstance. Il n'a pas tiré les leçons des manifestations qui réunissaient des millions de gilets jaunes au départ. Les leçons qu'il aurait dû tirer, il y en a au moins deux. La première, c'était tout simplement de dire « moi, je suis au-dessus des partis, je suis président, très bien, alors je dissous l'Assemblée nationale ». Il ne l'a pas fait. La seconde, qui avait largement ma préférence, et celle de l'UPR de M. Asselineau, c'était que les parlementaires se saisissent de l'article 68 et engagent une procédure de destitution à l'encontre de Macron pour manquement grave à la fonction de président de la République. Et il y a un dossier extrêmement solide qui est prêt chez Asselineau, chez l'UPR, pour engager cette destitution contre Macron. Il n'a pas tiré ses enseignements des manifestations monstres qui ont contesté sa façon de gouverner, contesté ses intentions. Vous savez, c'est l'épouse de François Mitterrand qui disait, c'est Danielle Mitterrand qui disait que, au fond, elle a constaté ça pendant 14 ans de pouvoir de son mari, au fond, que les gouvernants qui arrivent passent leur temps à élaborer des lois, des décrets qui ne correspondent la plupart du temps jamais aux aspirations des citoyens. Il faut inverser cette logique. Alors l'inconvénient majeur, vous l'avez vu, vous le voyez, vous le vivez tous les jours, pour Macron, c'est la liberté des autres, la liberté d'aller et venir. Vous voyez, il a pris le prétexte de cette fausse crise sanitaire pour contraindre les citoyens français, pour contraindre les gens, pour les emprisonner. Prison à ciel ouvert, comme il se permettait de donner des ordres à ses préfets de police à Paris de gazer à ciel ouvert. Mais le résultat elle-même, c'est atteinte à la liberté, atteinte à la dignité, sans parler bien sûr de la barbarie, de la sauvagerie de miliciens totalement décérébrés, lobotomisés. Et il le sait, il le sait. Oui, les fautes de ce régime macronien, les crimes de ce régime macronien, n'oublions pas que M. Macron doit faire face à une plainte pour crime contre l'humanité déposée à la Cour pénale internationale en juin 2019. Eh bien, ces crimes sont inexpiables. Inexpiables, parce qu'il a fait la démonstration qu'il était un personnage effectivement inquiétant, pour le moins, et dangereux, de toute façon, au vu de ses réactions en permanence dirigées contre les gens, qu'il méprise, qu'il insulte de façon récurrente et sans aucune raison.
Oui, les crimes de Macron, les crimes de la Macronie, car il a des complices, il a des collabos autour de lui. Les crimes de ce régime totalitaire et dictatorial qui a érigé en vertu cardinale la répression sont des crimes inexpiables. La seule vertu qui doit être érigée en vertu cardinale, c'est les droits de l'homme et son socle, la liberté. La liberté. Bon vent. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau. Moi, je suis un monsieur qui n'oublie pas que, sans les forces coloniales, la France n'aurait pas pu participer à la libération du pays en 1944-1945. Des centaines de milliers d'hommes venus des colonies françaises, que ce soit l'Afrique subsaharienne, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit les colonies plus lointaines, en océan Pacifique, en océan Indien, eh bien sans ces hommes, De Gaulle n'aurait pas pu reconstituer les armées qui ont combattu aux côtés des Alliés en 1943, 44, 45 pour libérer la France et l'Europe. Voilà pourquoi, entre autres, parce qu'il y a une raison qui est majeure, c'est que moi je n'ai jamais vu, je ne verrai jamais autre chose chez un être humain qu'un être humain. Peu importe sa taille, sa peau, c'est la forme de son visage, ses expressions. Il y a 7,8 milliards d'êtres humains, point barre. Point barre. Donc, quelle que soit la couleur de peau, votre peau, quelles que soient vos origines, dès lors que vous avez adhéré, dès lors que vous adhérez aux valeurs humaines de la France, dès lors que vous reconnaissez que la laïcité est la meilleure façon de fonctionner en France, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre confession, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre spiritualité, là encore, dès lors que vous êtes animé d'une grande ouverture d'esprit, que vous êtes pénétré de tolérance. Et je le redis, cultivez toujours le bien-être, gardez le sourire, en préalable à tout, chaque jour. Ce n'est pas contraignant de sourire. Ça fait fonctionner vos zygomatiques, c'est très très bon pour les muscles du visage. Souriez. Car lorsqu'on cultive le bien-être est gage de bonne santé. Physique, morale, intellectuelle, psychique, spirituelle. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous. Ma France à moi, c'est celle de 1789, une France qui se lève, celle qui conteste, qui refuse, la France qui proteste, qui veut savoir, c'est la France joyeuse, curieuse et érudite, la France de Molière, qui tant se bâtit contre l'hypocrisie, celle de La Fontaine, celle de Stendhal, de Balzac, celle de Jaurès, celle de Victor Hugo et de Jules Vallès, la France de l'invention, des chercheurs, celle de Pasteur, celle de Denis Papin et de Pierre et Marie Curie, la France des lettres, celle de Chateaubriand, de Montaigne, la France de la poésie, celle de Musset, d'Éluard, de Baudelaire, de Verlaine et celle d'Aimé Césaire. La France qui combat tous les totalitarismes, tous les racismes, tous les intégrismes, l'obscurantisme et tout manichéisme. La France qui aime les mots doux, les mots d'amour et aussi la liberté de dire des gros mots. La France qui n'en finira jamais de détester le mot soumission et de choyer le mot révolte. Oui, ma France à moi, c'est celle des poètes, des musiciens, celle d'Armstrong, celle de l'accordéon, celle
des chansons douces, des chansons graves, des espiègles, des humoristes, des moqueuses ou celles truffées de mots qui font rêver d'un amour que l'on n'osera jamais déclarer à celle qu'on aime. Ma France à moi, c'est celle de Picasso, de Cézanne et celle de Soulages, celle d'Ingres, celle de Rodin, la France des calembours, des bidochons, celle de la paillardise aussi bien que celle du chant des partisans. Ma France est celle de Daumier, celle de l'assiette au beurre, du sapeur camembert, celle de Chaval, celle de Cabu, de Gottlieb, de Ciné, celle du canard, de Fluide glacial et de Charlie, drôle, insolent, libre. Ma France, c'est aussi celle des dictées de Pivot, celle de Klarsfeld et celle de Léopold Sédar Senghor, la France des enfants du paradis et des enfants du Veldiv, celle de la mode libre, celle de la danse, des flirts et des câlins, celle de la musique douce et des rocs déjantés, celle de la gourmandise. Ma France à moi, c'est une France capable de renvoyer dos à dos la Bible et le Coran s'il lui prend l'envie d'être athée. Et oui, ma France est une France libre, fraternelle et éternellement insoumise aux diktats de la bien-pensance. Il n'est qu'en respectant toutes ces diversités qu'on arrive un jour à vivre la douce France de Trenet, celle qui m'a toujours plu et que notre jeunesse lucide et combative fera perdurer par-delà les obscurantismes. Figure révolutionnaire emblématique durant la Commune, le père Duchesne écrivait au frontispice du journal qu'il publiait en 1793 « La République ou la mort ». Son journal coûtait 1 sou, mais on en avait pour son argent. Permettez-moi cette comparaison. Nous payons une redevance très chère, redevance qui sert à financer l'audiovisuel public. Est-ce que nous en avons pour notre argent? Ce n'est pas Pierre Perret qui dit ça, c'est Verdi. Est-ce que nous en avons pour notre argent lorsqu'on vous fait ingérer des heures et des heures de pub dégénérative, abrutissante, abêtissante? Est-ce que vous en avez pour votre argent? Non, bien sûr. Voilà, je voulais terminer par ce papier admirable, cet écrit, cet appel admirable de Pierre Perret. Bon vent, à nouveau, bon vent à tous les vrais Français qui aiment, qui adorent le pays France, tel que vient de le chanter Pierre Perret.